Et il y en a un autre le 12 juillet. Vous pouvez déjà noter, vous voyez, je suis en train de gagner quelques précieuses secondes de la fin du conseil communautaire. Le prochain est le 12 juillet. La raison, c'est que par moment, il vaut mieux multiplier les conseils communautaires et les faire un peu moins longs, plutôt que de les faire plus longs et de réduire le nombre de conseils communautaires. Donc le prochain est le 12 juillet. Et avant même que je vienne m'installer, on m'a précisé que le 12 juillet, nous tirerons au sort une lettre on tirera au sort une lettre, cher Bertrand, et on repositionnera l'ensemble des conseillers communautaires, vu qu'il faut alterner ceux qui sont derrière et ceux qui sont devant. Et on retombera peut-être sur le bas. Et Alice est ravie de cette décision, puisqu'il faut complètement modifier les petites étiquettes et mon tableur, voilà. Ce qui fait qu'Alice, depuis qu'on a instauré cette mesure, a 1 semaine de vacances de moins et qu'elle a parfaitement accepté ça. Bien, donc au prochain conseil communautaire, on tire au sort. Je vous propose de passer à l'appel et laisser la parole à Patrick Romestin. Bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenil, Simone Christin Lafont, Jean-Claude Garde a donné pouvoir à Alban Fontenil, Quentin Paquet, Pierre-Jean Rochette. Il est là. Laure Chazelle, Christophe Pochon, Claudine Cour, André Gay, Thierry Deville a donné pouvoir à Christine Bertin, Hervé Bru, Christine Bertin, Serge Derory a donné pouvoir à Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Serret, Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genebrier, Alféo Guillotot, Valérie Goudfard, Pierre Giraud, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Brunjary, Roland Bost, Georges Thomas, André Barthélémy, Karine Gambray, Michel Jassler, remplacé par Delphine Imbert, Pierre Barthélémy, Yannick Touran, merci, Christian Cassoulot, remplacé par Pierre-François Chaud, Christophe Détrat, Dominique Guillain, Valérie Alvic, François Forcher, Jean-Philippe Montagne, merci, Pascal Roche, Serge Grandjean, Thierry Chavaran, Bernard Tranchant, Marie-Gabrielle Pfister, Thierry Missonnier, Patrick Romestin présent, Alain Limousin, Roland Baudefoy, Thierry Gouby, Pierre Verdier, Georges Boncompin, merci, Daniel Dubost, René Avril, Bernard Coutenson, Christophe Basile, Christiane Bayet, présente, merci, Abderrahim Bentayeb, Jean-Yves Bonnefoy, Pierre Contrino, Bernard Cotier, Géraldine Dergelet a donné pouvoir à Cindy Giardina, Catherine Doublet a donné pouvoir à Jean-Paul Forestier, Jean-Marc Dufix, Jean-Paul Forestier, Cindy Giardina, Martine Grivillère a donné pouvoir à Gérard Vernet, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degout, Gérard Barou, Michel Robin remplacé par Jocelyne Barrier, Pierre Garbil, Monique Ray, Christelle Masson, Stéphanie Bouchard remplacée par Nicolas Roland, Patrick Ledieu, Joël Épinat, Marc Archi a donné pouvoir à Rachel Meunier-Favier, David Sari, Michel Jourjon remplacé par Christian Lyonnais, David Buisson, Frédéric Millet a donné pouvoir à Delphine Imbert, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Evelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, Jean-Pierre Bras, Jean-Baptiste Chaussy a donné pouvoir à Alain Laurendon, Béatrice Dauphin, René Françon a donné pouvoir à Olivier Joly, Flora Gauthier, Alain Laurendon, Nathalie Legal, Gilbert Lorenzi a donné pouvoir à Pascal Pelou, François Madvet, Pascal Pelou, Ghislaine Poyet a donné pouvoir à Nathalie Legal, Carole Tavitian a donné pouvoir à François Madvet, Gilles Thomas, Éric Lardon, excusé, a donné pouvoir à Marcel Jouara, Martine Charles, Marcel Jouara, Stéphane Villard, Rambert Paillard a donné pouvoir à Quentin Paquet, Jean-Marc Dumas, Annick Brunel, André Gachet, Christian Soulier,
Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnet, Pierre Drevet, Michael Miomombre, Jean-René Joindel, remplacé par Marie-Pierre Barou. Jean-Marc Grange a donné pouvoir à Marie-Thérèse Gagnère. Marie-Thérèse Gagnère. Christophe Breton a donné pouvoir à Thierry Goubi, Julien Ronzier, Yves Martin, Sylvie Bonnet, Thierry Hareux, Nicole Pinet, Gérard Peslon, Alexandre Palmier, Yves Duport, Hervé Béal, Jean-Paul Tissot, Hervé Perronnet, Bertrand Naval. Merci Patrick. On va pouvoir, si vous en êtes d'accord, désigner un secrétaire de séance. Et il était prévu que Christian Cassulot de la commune de Gumières assure ce rôle, mais Pierre-François Chaud, qui est présent, a été tout à fait d'accord pour accepter d'être secrétaire de séance. Si ça ne pose pas de problème, on passe à l'approbation du procès-verbal du 24 mai 2022. Y a-t-il des commentaires ou des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Suite à la démission sur la commune de Sauvin du premier adjoint, c'est Madame Marie-Pierre Barou qui devient première adjointe de la commune de Sauvin et qui est donc conseillère communautaire suppléante pour siéger au conseil communautaire de la forêt. Et il est proposé d'installer Marie-Pierre Barou, à qui je ne vais pas forcément demander de prendre la parole, parce qu'elle n'a pas forcément envie. Mais bienvenue Marie-Pierre Barou. Bonjour. Voilà. Marie-Pierre Barou qui est ici, et c'est pas de coutume, mais si, c'est de coutume. Le seul moment où on peut applaudir, c'est quand quelqu'un vient de s'installer. Quel que soit l'engagement aujourd'hui, il mérite bien d'être salué. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est le soutien à l'association du Forêt à l'Ukraine pour les réfugiés ukrainiens. Il se trouve que cette association, on a voté un premier train de subventions pour les associations qui accueillaient nos amis ukrainiens, et cette association a vu grossir le nombre d'accueils un petit peu plus que les autres. Enfin, en tout cas, leur organisation fait qu'ils en ont accueilli plus. Et on avait voté précédemment 30 000 € pour cette association, et on vous propose aujourd'hui de rajouter 10 000. Ils sont sur un nombre de réfugiés supérieur à 150, et je trouve que la rallonge est utile. Je ne vais pas vous relire la note de synthèse. Nous sommes toujours dans les purs d'une ligne budgétaire qu'on avait ouvert de 100 000. On est au jour d'aujourd'hui, je crois, dans une consommation de l'ordre de 80 000. Voilà, on répond aux besoins. Ils ont présenté une demande qui est complètement justifiée en termes des dépenses. On espère que ce soit pour l'ensemble des associations et pour le dossier ukrainien, les affaires, j'ose pas dire s'arrangent, mais en tout cas se régularisent petit à petit entre la régularisation des papiers, les aides de l'État, etc., etc. Y a-t-il des questions sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Et puis, nous allons passer à une série de marchés publics présentés par Yves Martin. Bonsoir à toutes et tous. Nous commençons par les modifications des marchés pour circonstances imprévues. Une circulaire ministérielle relayée par Madame la Préfète a recommandé aux acheteurs publics d'atténuer les effets des aléas économiques affectant certaines matières premières, notamment le gaz et le pétrole, et d'aider les entreprises à poursuivre l'exécution des contrats dont l'équilibre financier serait bouleversé par la dégradation des conditions économiques. Au cours des derniers mois, l'Arfor Agglomération a été saisie de plusieurs demandes émanant des titulaires de divers marchés publics en cours d'exécution concernant leurs difficultés à faire face à la hausse de certains coûts. Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous lisant ces lignes. Il est possible de recourir aux dispositions de l'article R 2194-5 du Code de la commande publique qui permet de modifier le marché en cas de circonstances imprévues.
Afin de faciliter la conclusion de ces modifications et d'offrir une meilleure réactivité aux entreprises concernées, il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir autoriser le président à signer les modifications de contrats de commande publique prises en application de l'article R2194-5 du Code de la commande publique. Y a-t-il des questions? Oui, c'est tous les marchés ou si c'est juste les marchés directs de la... Est-ce que les chantiers de voirie, par exemple, sont dans ce lot ou pas? Tous les marchés sont impactés quand les entreprises ont des difficultés, à quelque niveau que ce soit, sur les matières premières qui sont impactées, justement, là, en l'occurrence, la voirie, tous les enrobés sont impactés au niveau des produits pétroliers, par exemple. C'est le cas. C'est bien d'avoir posé cette question, parce que là, on est en plein dedans. Alors, Thierry Goupy, non, Pierre Verdier. Juste pour compléter, parce qu'après un certain moment, les marchés publics, après, sur les voiries, sur nos communes, si ça arrive à un certain seuil, on ne les fera plus. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit un petit peu averti à l'avance. Il est bien évident que ça peut se retrouver dans le volume de travail qui sera confié aux entreprises. On en avait discuté et échangé à ce sujet en conférence des maires. Pour l'instant, de ce que nous avons vu en CAO, au niveau de la voirie, il n'y a pas trop d'excès. Espérons que ça puisse être durable, mais l'avenir ne nous appartient pas, à qui que ce soit d'ailleurs. Oui, je voulais poser la question suivante. Il me semblait qu'il fallait que ça soit justifié. Alors, j'imagine qu'il y a bien évidemment que c'est justifié quand on connaît les hausses et autres, mais la présentation du justificatif permet des fois, enfin, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont du mal des fois à le justifier. Parce que c'est pas si simple que ça d'avoir tous les tarifs et de justifier la hausse. Donc, voilà, je voulais savoir si vous avez rencontré ce problème. Alors effectivement, il faut que la demande s'accompagne qu'on ne puisse pas anticiper, que l'entreprise ne puisse pas anticiper cette augmentation. Et en l'occurrence, dans le contexte économique international que nous vivons actuellement, nous sommes dans cette situation. Et par rapport à cela, les négociations qui s'opèrent avec les entreprises s'effectuent dans un cadre qui se légifère par les coefficients professionnels qui nous sont, les indices professionnels, pardon, qui nous sont communiqués, des indices que l'État communique. Donc on est quand même sur des bases, c'est pas l'entreprise qui fait la pluie et le beau temps, ni nous non plus d'ailleurs. Voilà. Et on essaye d'ailleurs de faire en sorte que l'entreprise prenne sa part et nous également pour que tout puisse se poursuivre dans les meilleures conditions qui soient pour tout le monde. Sans vouloir refaire le débat de la conférence de maires, et je te remercie Yves d'y avoir fait référence, le sujet c'est quoi? C'est des entreprises qui ont répondu à un moment donné à des marchés avec des prix, qui les ont obtenus. Et il faut qu'à l'arrivée, les travaux se fassent dans un contexte d'achat de matières premières que vous connaissez tous, et qu'on fasse le tri légalement avec une entreprise qui aurait répondu plus bas que les autres et qui justifierait d'une augmentation par l'augmentation du prix qui n'en serait pas. Bon, une fois qu'on a dit ça et qu'on se met de la méfiance sur les entreprises, depuis le début, Loire Forêt a affiché l'ambition de faire travailler les entreprises avec des plans d'investissement massifs, de faire travailler nos entreprises, de créer de l'emploi, etc. Donc ça a nécessité des discussions, et j'en remercie beaucoup Yves Martin, régulièrement avec les représentants des entreprises, que ce soit le BTP, la voirie, les canalisations, etc., pour arriver à trouver une sorte de compromis, de discussion qui fait que, à un moment donné, eh ben oui, quand on a signé un marché en septembre et qu'on réalise les travaux en juin, parce qu'en plus, pour X raisons, la collectivité ne les commande pas tout de suite,
eh ben, on puisse trouver un modus vivendi de dire oui, on doit quand même répondre à la demande de l'entreprise. Cet accord a été à peu près trouvé, nécessitera des avenants. Et là, encore une fois, pour être à peu près réactif, la délibération, c'est de donner délégation pour les avenants dont vous aurez des décisions. Mais voilà, ça ressort vraiment d'un dialogue entre les entreprises et les représentants des entreprises et Loire-Forêt. Et en plus, très clairement, à chaque fois qu'il y aura un chemin à faire, 50% du chemin, il est fait par les entreprises, 50% du chemin, il est fait par Loire-Forêt. C'est-à-dire qu'en gros, quand il faudrait donner 100 de plus, 50 est pris par les entreprises, 50 est pris par l'agglo. Ça fait vraiment partie d'une discussion qui, pour le moment, pour les marchés qui viennent, alors après, pour les marchés qui viennent, ils anticipent, ils répondent en fonction de la situation du moment. Là, on parle vraiment d'ajustement de marché passé à un moment donné avec des réalisations quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Voilà le résultat de cette délibération. Il y a d'autres questions? Non? Je voudrais simplement rajouter que dans ces négociations, les VP concernés y sont associés et je voudrais remercier également les services qui ont dû faire un travail exceptionnel pour refaire tout un tas de calculs pour peaufiner toutes ces choses-là. Donc voilà, je voulais quand même que cela soit souligné. Mais si vous me permettez, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité et pour nos entreprises également. Et pour nos travaux aussi. Deuxième marché, fourniture de produits de traitement de l'eau pour les stations. Le marché concerne la fourniture de produits de traitement pour les stations. Les critères de jugement des offres validés par la commission d'appel d'offres sont le prix pour 40%, le délai de livraison 35% et les modalités de dépannage ou d'intervention en urgence 25%. Les prestations sont réparties en 9 lots détaillés ci-après. Le marché est conclu pour une durée initiale d'1 an, renouvelable 3 fois. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 7 juin 2022 et a décidé d'attribuer les marchés aux entreprises suivantes. Donc, je ne vais pas vous faire le récapitulatif, vous avez le tableau sous les yeux. Et il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces marchés avec les sociétés désignées par la commission d'appel d'offres et pour les montants précités. D'autoriser également le président à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n'impacte pas le montant des marchés. Y a-t-il des questions? Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Troisième marché, fourniture et installation d'un compacteur à déchets à poste fixe. La consultation concerne la fourniture et l'installation d'un compacteur à poste fixe destiné aux déchets ménagers et aux collectes sélectives. La dépose dans son intégralité mécanique hydraulique de l'ancien compacteur à poste fixe existant, la dépose et l'installation d'une nouvelle trémie haute et basse ou le reconditionnement et repose de cette trémie existante et la mise aux normes en vigueur de la barrière de sécurité du quai. Les prestations s'exécuteront au quai de transfert à Estivareille. Les critères de jugement sont le prix 50%, la valeur technique 35%, les performances en matière de protection de l'environnement 15%. Le délai d'exécution est de 2 semaines. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 14 juin 2022. L'estimation du marché est de 207 000 € hors taxes et il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser le président à signer ce marché avec la société mieux-disante Carrosserie Vincent et Fils à Étoile-sur-Rhône dans la Drôme pour un montant de 219 770 € hors taxes, un tout petit peu supérieur à l'estimatif, et d'autoriser le président à signer toute modification de contrat éventuel dans la mesure où elle n'impacte pas le montant du marché. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Dernier marché, il concerne la location de bennes contenant transfert et traitement des déchets collectés sur les déchetteries. La présente consultation concerne la location de bennes contenant transfert et traitement des déchets collectés sur les déchetteries d'Artin, Estivareille, Saint-Just-Saint-Rambert, Savigny et Sur-Île-Comtal, ainsi que les centres techniques municipaux de Point-sur-Lignon, Montbrison, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Marcelin-en-Forêt et Sur-Île-Comtal. Un groupement de commande a été constitué sur le lot 2 uniquement avec les communes de Point-sur-Lignon, Montbrison, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Marcelin-en-Forêt et Sur-Île-Comtal.
Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations 45%, la valeur technique 35%, les performances en matière de protection de l'environnement 20%, ceci pour les 5 premiers lots, et le prix des prestations 45% et la valeur technique 45%, les performances en matière de protection de l'environnement 10% pour le lot 6. La durée du marché est de 4 ans à compter du 1er octobre 2022. Les prestations sont réparties en 6 lots définis ci-après. Donc là, effectivement, je ne vous relirai pas le tableau puisque vous l'avez sous les yeux, sauf à vous dire que les lots ont été attribués, sauf le... Alors attendez, il s'agit du lot 2, pardon. Du lot 2 où on est entré en négociation parce que nous avions des prix un peu trop élevés. Donc voilà. C'est uniquement à ce niveau-là. Et ce lot 2 sera représenté, la négociation s'effectuant jusqu'au 13 juillet, ceci sera représenté au Conseil communautaire du 13 septembre. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport aux attributions en ce qui concerne ces bennes et ces transferts de déchets? Oui, j'ai une question. Il y a des bennes qui sont mises dans les centres techniques de Bouin, Saint-Marcin-en-Forêt, Sury, Saint-Just-Saint-Rambert, Montbrison. C'est pour mettre quoi? Eh bien, je vais répondre du berger à la bergère, c'est pour mettre des déchets. Alors, les déchets, un petit peu tout ce qu'on ne peut pas mettre en déchetterie, enfin, c'est un peu, voilà, c'est les déchets des services techniques, oui. Mais si on peut les trier au préalable, on le fait. Voilà. C'est la benne un peu ultime qu'on positionne dans nos services techniques, et ça sur les communes concernées. Eh bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Merci Yves et merci du travail qui est fait sur le domaine des marchés publics et de la commande publique dont on n'a pas fini de parler. On en reparlera le 12 juillet. Un certain nombre de sujets sur l'eau potable présentés par Patrice Couchot. À tous. Il s'agit d'une modification d'un contrat avec la société Cholton sur la commune de Sury-de-Comtal pour la réfection du réseau d'alimentation d'eau potable pour les programmes 2020-2025. La commune de Sury a souhaité retirer différentes rues sur ce marché et en ajouter d'autres. Vous avez eu donc la note de synthèse. Il s'avère donc du coup, suite à cette redistribution des travaux sur la commune de Sury, on arrive à une moins-value de 343 928 € et une plus-value de 103 648 €, soit donc une différence par rapport au marché initial qui était de 1 30 389 € qui passe à 790 109 €,65 €. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à cette modification avec l'entreprise Cholton? Non, bien. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre cette modification, qui s'abstiendraient? Je vous remercie. Ben justement, on continue au point suivant. Donc, c'est un contrat qui avait été signé pareil avec la commune de Sury-Comtal par rapport à la maîtrise d'œuvre. Donc, étant donné que la modification des rues, du chantier, donc on passe à 709 000 €, donc on a une diminution aussi pareil par rapport à l'entreprise qui va accompagner. Donc, c'est l'entreprise SEITT. Donc, du coup, un montant du marché c'est une mission complémentaire par rapport à 2 rues qui ont été souhaitées par la commune de Sury-de-Comtal. Il s'avère, c'est la route sur le chemin de Lauzon, entre la route de Boisset et la route de Lauzon. Donc, c'est une modification du marché, donc avec un écart de 8,77%. Donc, une mission complémentaire qui s'élève à hauteur de 2 500 € par rapport au montant initial. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ce cabinet qui va accompagner la commune? Pardon? André Barthélémy, une question? Non, OK. Bien, pas de questions. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre?
Qui s'abstiendrait? Non, je vous remercie. Donc là, le point suivant, c'est une modification du marché avec la société SMTP, notamment, qui avait remporté le marché des travaux d'assainissement sur la commune de Lémieux, située à la Fabrique. Il s'avère que depuis la compétence eau potable, eh bien, nous allons faire des travaux en commun. Donc du coup, les travaux en commun, donc on rajouterait des travaux d'eau potable intégrés à hauteur de 103 788 €, ce qui porte la modification du marché à un montant global de travaux eau et assainissement confondus, qui porte à 348 254,60 €. Voilà, donc c'est des travaux qui sont faits en commun. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à cette modification de marché avec la société SMTP? Pas de questions? Non, bien. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre? Qui s'abstiendraient? Eh bien, écoutez, je vous remercie. On arrive au point suivant, c'est sur la commune de Saint-Marcelin-en-Forêt. Là aussi, c'est des travaux d'alimentation en eau potable, dans le cadre des travaux pluriannuels de rénovation de réseau. Il s'avère que on a donc sorti une canalisation du domaine privé. On est passé dans un domaine privé, par contre, la parcelle 1296 sur 50 mètres. Et là, il s'avère que pendant le terrassement, on a découvert un petit trésor, donc des ordures ménagères qui étaient liées à une ancienne décharge sur ce site. Donc forcément, ça implique des coûts supplémentaires. Vous l'avez dans la note de synthèse, qui sont estimés à une plus-value de 15 540 €, soit 70 tonnes à 222 € la tonne, qu'il va falloir mettre en décharge. Voilà. Est-ce qu'il y aura des questions sur ce point? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre? Qui s'abstiennent? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci, Patrice. On poursuit avec 3 sujets économie. Jean-Paul Forestier. Oui, bonsoir. Un point qui revient chaque année concernant nos VIM, concernant la zone des Granges qui est en fin de commercialisation. Il convient de procéder à un nouvel avenant avec notre concessionnaire jusqu'au 31 juillet 2023. Il vous est donc demandé d'approuver ce nouvel avenant. Des questions? Qui est contre? Merci. La zone d'activité. Ça tombe bien, il n'y a pas d'abstention, donc c'est parfait. Vas-y, poursuis Jean-Paul. Zone d'activité de la Verrie, qui est à Saint-Just-sur-Loire. Le 17 novembre 2020. Saint-Just-sur-Loire, Saint-Rambert, pardon. Je vous remercie, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Le 17 novembre 2020, le Conseil communautaire avait approuvé la cession d'un terrain de 1362 m² au prix de 30 € le mètre carré à la société AGE. Cette société s'est désistée début 2021. Il convient donc d'abroger cette première délibération. Un nouvel acquéreur s'est manifesté aux mêmes conditions. Il s'agit d'une entreprise de maçonnerie implantée à Saint-Just-Saint-Rambert actuellement. Il vous est donc demandé 2 choses: d'abroger la délibération du 17/11/2020 et d'approuver la vente de cette parcelle à la SCI 38 Investissements, représentée par M. Béal, qui est un maçon. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Troisième sujet, ça concerne la zone d'activité des Landes qui se situe à Saint-Cyprien. Il s'agit d'une vente d'une partie de parcelle de terrain de 1375 m² appartenant à Loire-Forêt. Le prix est fixé à 9 € le mètre carré. Ce terrain servait d'espace vert non exploitable. L'acquéreur est la SCI PCM Conseil, propriétaire de la parcelle qui se situe en face, où est installée actuellement l'usine MAC 3, qui est fabricant de matériel compresseur, qui avait repris en son temps l'activité de Sulaire-Montbrison. Le but de cette acquisition est la création d'un parking de 36 places pour les salariés de l'entreprise. Entreprise qui, je vous rappelle, enfin je vous souligne, qui est en pleine expansion. Conformément aux règles de l'urbanisme, il a fallu l'accord entre autres des colotis. Et là, je tiens à remercier Marc Archer, même s'il n'est pas là ce soir, qui a bien œuvré pour obtenir cet accord. Je vous demande donc d'approuver cette vente. Y a-t-il des questions?
Des abstentions? Merci. Et cette fois-ci, il n'y a même pas de vote contre, donc c'est fabuleux. Simplement, au-delà de l'humour, les dossiers économie, effectivement, s'enchaînent. Le territoire est attractif. Vous avez bien compris que le foncier économique va être un sujet, le sujet de demain sur notre territoire. Et franchement, c'est pareil pour toute l'équipe des VP et de l'exécutif et de l'ensemble de vous. Il faut vraiment, et je l'ai dit tout à l'heure à l'installation de la conseillère communautaire, mais l'engagement mérite d'être souligné. Et d'un point de vue économique aujourd'hui, la gestion que nous avons, même si on ne répond pas toujours à la vitesse qu'il faudrait pour les chefs d'entreprise, même si tout est compliqué, n'empêche que, au jour d'aujourd'hui, sur Loire-Forêt, on est plutôt en train de gérer des problématiques d'attractivité que des problématiques de déprise. Et collectivement, on peut en être fier, parce qu'on est vraiment plutôt face à ces sujets-là qu'à des sujets où on a une désertification et autres. C'est vrai pour l'économie et c'est vrai pour l'habitat. Et la pression foncière va être prégnante, vous le savez tous, dans les années à venir. On poursuit avec des sujets non moins importants en termes de pression. Sujet déchets, Pierre Giraud. Oui, merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, 3 sujets au niveau des déchets ce soir. Le premier, ça concerne une proposition d'avenant à des conventions existantes sur les accès à nos déchetteries, donc d'Estivareil, Saint-Just-Saint-Lambert et Andrézieux-Bouthéon. Nous avions des conventions d'accès avec Saint-Étienne Métropole pour que des habitants proches de ces déchetteries puissent se rendre sur les déchetteries, même si elles n'appartenaient pas au territoire de la communauté d'agglomération. Donc, il existait des règles, nous l'avions fixées il y a quelques années, et chemin faisant, nous nous rendons compte qu'elles n'étaient pas complètement adaptées, puisqu'il y avait des règles, des montants plafonds, et en l'occurrence, ou des estimations de fréquentation. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de recul, ce qui nous permet d'améliorer ces conventions, et in fine, ça devrait être beaucoup plus, je dirais, intéressant et financièrement pour Loire-Forêt, puisque on reçoit beaucoup, et en particulier à Saint-Just-Saint-Lambert, d'habitants de la Fouillouse, c'est juste à côté, donc le trafic est plutôt dans ce sens-là. Donc ce qui vous est proposé, c'est ce qu'on a convenu avec Métropole, puisque bien entendu il y a eu des discussions pour en arriver là, c'est le forfait de 2020 qui a été versé par les 2 collectivités, de ne pas le régulariser, et il était en défaveur de Loire-Forêt en l'occurrence, quand on lui fait nos calculs. En revanche, de déplafonner les ratios d'entrée, c'est-à-dire qu'on compte vraiment les entrées l'année N+1 par rapport au réel, et le coût de la visite, pareil, il avait été plafonné à 10 € quelque part, et on se rend compte que 10 €, avec les évolutions des marchés et autres, on en a parlé tout à l'heure, on n'est plus tout à fait dans les coûts de revient de l'accès à nos déchetteries. Donc de ce fait, les 2 parties ont considéré qu'on passait au réel. Donc ça veut dire qu'on ajusterait aussi les forfaits. Alors les forfaits, on fonctionne de la façon suivante. Un forfait versé toutes les années sur une estimation 25 000 €, ça va être, et l'année N+1, on fait le coût de l'année antérieure avec le nombre de passages et le prix évalué en fonction des charges de la collectivité. Et en même temps qu'on appelle le forfait pour l'année N, on régularise l'année N-1. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes propos, mais vous avez compris. On est effectivement en réajustement permanent. Et le forfait, il est juste là pour des problèmes de trésorerie, pour permettre éventuellement de percevoir déjà un montant chaque année. Et on allongerait la durée de la convention, puisqu'elle était prévue de 2 ans. Elle se terminerait donc du coup au 31 décembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y aurait des votes contre cet avenant? Est-ce qu'il y aurait des abstentions? Merci. Le deuxième point sur les déchets, c'est la mise en place de règlements de collecte des déchets sur l'ensemble de notre territoire. Alors, pourquoi ce dossier arrive maintenant? Mais tout simplement,
2017, c'est pas si loin en arrière, il y avait 4 ex-EPCI, il y avait 2 règlements de collecte qui existaient, un pour Loire-Forêt et un pour le pays, je ne sais plus lesquels d'ailleurs, peu importe. Et il y avait 2 collectivités qui n'en avaient pas, puis c'est peu important, le tout c'est qu'il y avait des différences, c'est obligatoire par la loi. Donc par principe, on appliquait le règlement ex-Loire-Forêt, mais qui ne répondait pas à toutes les problématiques en termes de collecte et d'autres éléments comme des mises à disposition en fait de bennes pour des manifestations ou autre chose. Donc les commissions ont travaillé sur ce sujet-là. On a échangé aussi pas mal pour arriver à définir les conditions d'application. Et puis cela permet, on délimite le service public, on liste les déchets qui sont pris en compte par rapport à la collecte, et puis les règles d'utilisation et les sanctions, puisque ça fait partie, à partir du moment où on fait un règlement, il y a forcément une partie qui est consacrée au non-respect de ce règlement. Aujourd'hui, on a des règles qui sont à peu près, enfin qui sont pas à peu près, qui ont été définies. Alors, quelques exemples. On a fini par trouver une harmonisation sur les règles à adopter quand il y a des travaux de voirie dans une commune et que la collecte des ordures ménagères ne peut pas se faire dans la voirie puisqu'il y a des travaux. Donc, dans le règlement intérieur, dans le règlement de collecte, vous avez vu que ça a été pris en compte. Bon, après, on a beaucoup de demandes aussi, vous savez, sur des prises en charge par Loire-Forêt sur des longues manifestations dans les communes. On nous demande de mettre à disposition un certain nombre de moyens, bennes et autres. Donc, ça aussi, on les a plutôt définis. Alors, ce qui pose des problèmes sur ces manifestations, c'est le fait qu'on nous demandait souvent le vendredi soir la benne pour le samedi matin, et ça pose quand même quelquefois des soucis. Donc, on a mis quelques délais de prévenance pour pouvoir répondre à ces demandes. Voilà, et puis après, il y a tout ce qui concerne aussi les bacs qui restent après la collecte dans les rues, ça existe un peu partout, ça. Donc, on essaye de définir et d'informer nos administrés qu'ils doivent les rentrer, que faute de ça, on passera à l'article sanction à un moment donné. Mais avant, il y a la prévenance, le sticker qui sera collé, et j'en passe des meilleurs. Donc, ce qui vous est demandé ce soir, c'est d'approuver ce règlement pour qu'on puisse l'appliquer à l'ensemble de notre territoire. Bon, bien entendu, de donner la délégation au président pour le faire et autoriser sa mise en œuvre qu'on pourrait mettre en œuvre au 1er octobre 2022. Vous l'avez en annexe, il fait 54 pages, je crois, le règlement, mais on doit y retrouver à peu près ce qu'on y cherche dedans. Est-ce qu'il y a des questions de précision? Oui, j'aurais besoin de précision et j'ai une proposition pour l'article 4 qui dit « Toute modification engagée par l'agglomération est précédée d'une concertation et ou information avec là où les communes concernées. » Ce qui me gêne, c'est le « et ou ». Et j'ai un exemple sur la commune où effectivement, nous avons bien été informés que les poubelles situées vers la volerie vont être enlevées, mais il n'y a jamais eu de concertation et la commune n'en avait pas été informée, si ce n'est ce petit message laissé. Donc j'aimerais bien qu'on mette d'une concertation avec là où les communes concernées. Je comprends bien qu'il y ait peut-être des fois besoin que d'une information, mais voilà. Et puis par rapport à d'autres évolutions, il est dit un peu plus tard qu'elles sont précédées d'une concertation associant la commune et accompagnée d'une communication aux usagers. C'est dans le cadre de modification de collecte en bac. Et là, c'est bien dit que c'est précédé par une concertation. Donc, je trouve que la concertation devrait être partout. Et une dernière remarque sur les collectes par rapport à des besoins spécifiques sur les collectes des cartons pour les artisans commerçants. Je vois que c'est marqué situé pour les communes de, et on a un certain nombre de communes. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse dire que c'est par rapport aux besoins des artisans commerçants et quelle que soit la commune, qu'on puisse proposer ce service. Alors peut-être que c'est pas sur le parcours de certaines, mais je trouve que c'est dommage que d'autres communes ne puissent pas bénéficier pour leurs artisans commerçants. Par rapport au dernier point, je crois qu'en même temps que tu as posé la question, tu as donné la réponse. Il est évident que ce sont des collectes spécifiques
et que si pour récupérer des cartons de chaque commerçant, on doit mettre un camion qui fait le tour de l'agglomération, ça me paraît bien difficile à répondre à toutes ces demandes-là. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, sur la question des collectes de cartons, il y a une réflexion qui est en cours pour l'instant pour, savoir si c'est, puisqu'aujourd'hui, c'est un service qui reste gratuit. En sachant que les communes, très souvent, prennent à leur charge aussi une partie des collectes et des regroupements des cartons. Dans les centres-bourgs, je pense que c'est le cas dans les plus grosses communes. Mais il n'est pas question, enfin pour nous, il n'est pas question d'élargir cette collecte des cartons à l'ensemble du territoire. Ça ne me paraît pas du tout cohérent et acceptable par rapport au mode de fonctionnement. On va avoir plein de discussions dans les mois qui arrivent sur la tarification incitative, sur un certain nombre de choses, sur les biodéchets et autres, et vous allez vous rendre compte, on est bien obligé de mettre des règles et des limites à toutes ces collectes, sinon c'est plus une, deux tournées par semaine qu'il va falloir mettre, c'est 3 ou 4, et ça deviendra financièrement insupportable pour nos administrés. Globalement et majoritairement, ce sont quand même les usagers particuliers qui financent les ordures ménagères. Donc, sur le point collecter des cartons dans toutes les communes ou auprès des artisans, moi, je ne pense pas qu'on puisse le mettre dans le règlement. Après, sur l'article 4, j'essaie de retrouver aussi qu'on a mis et où là, mais je vais bien le trouver sans doute. C'est la page 24, c'est ça? Moi, je n'ai pas la même convention alors. Ah, c'est l'article 4, mais je suis bien à l'article 4, relative à la présentation des contenants de collecte, c'est ça? Thierry, oui. C'est bien, relatif à la présentation des contenants de collecte? C'est l'article 4 du chapitre 2, page 9. Définition du service de collecte des déchets ménagers et des déchets recyclables. Alors, je vais aller voir ce fameux article 4. Et juste pendant que j'ai la parole, sur l'article 4, déchets ménagers. Sur la collecte, excuse-moi Pierre, sur la collecte, comme j'ai la parole, sur la collecte par rapport à ce qui vient d'être dit, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre que Boin-sur-Lignon, Trollin, Pralon, Chalin-du-Zor, Chandieu sont collectés et que Marcilly, qui est sur le même axe de la RD8, et on peut citer Marcoux pendant qu'on y est, qui sont sur le même axe, ne puissent pas, eux, être collectés. C'est-à-dire qu'il y a des trous dans la raquette où je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si on regarde la géographie, je ne voulais pas pointer précisément, parce que je pense que c'est valable pour l'ensemble des communes du territoire, mais enfin, quand je regarde la commune qui me concerne, j'ai un peu de mal à comprendre ces trous dans la raquette. Je ne vais pas m'étendre plus, je pense que c'est un existant aujourd'hui, puisqu'on n'a jamais souhaité développer cette collecte, puisqu'elle sera remise en cause dans le cadre de la tarification incitative. Bon, maintenant, est-ce que dans le règlement, il faut modifier la liste des communes qui sont concernées? Moi, je vais bien prendre en compte la demande, on regardera de plus près. Je ne vais pas... Merci Pierre. Moi, je voudrais répondre sur cette notion de concertation et ou information. Non, il y a des choses qui relèvent de l'information et des choses qui relèvent de la concertation. Les règles qui sont données, si elles ne sont pas respectées, vous m'en faites part. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit pour les déchets, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'assainissement, que ce soit pour l'ensemble des interventions. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes maires de la commune, moi y compris. Je vis assez mal quand il y a des interventions de l'agglo sans que le maire soit au courant. Donc, cette ligne politique, je la tiens, je veux la tenir, je le répète en conseil communautaire, je le dis quand je vais voir les conseillers municipaux. S'il s'avère que les travaux se font sans que les mairies soient au courant, je considère que ce n'est pas normal. Après, côté concertation, bah non, à un moment donné, on mélange un peu les deux formules. Et à un moment donné, on ne concerte pas, on fait. On informe, on est bien d'accord, mais on fait. Sur les déchets, plus généralement, vu la question qui est posée, on peut multiplier les ramassages des uns et des autres partout, tout le temps. Le vrai enjeu des déchets, et puis l'actualité nous donne
de plus en plus raison vis-à-vis du développement durable et de l'écologie. Travaillons tous collectivement la sobriété. Ce terme-là, finalement, je vais l'employer beaucoup plus souvent que ce que je le faisais. Travaillons tous la sobriété, qu'elle soit foncière, qu'elle soit dans la production du déchet, qu'elle soit dans la consommation d'énergie, qu'elle soit dans la consommation d'eau, qu'elle soit... Ça devrait être notre première piste de travail. Et systématiquement, face à ça, la réponse est apportons une solution à ce que l'on produit. Je ne suis pas en train de vous parler de décroissance. Ne caricaturons pas les propos, parce que ça aussi, je l'entends. Je ne suis pas du tout pour la décroissance, au contraire. Mais à un moment donné, travaillons sur notre capacité à réduire et à moins produire des déchets et à moins consommer. Il y a moyen de le faire. Je pense que sur un certain nombre de choses, on est sur une démarche où, ben voilà, on est dans un contexte qui arrive au bout et les décisions qui sont en train de se prendre et l'évolution que nous voyons arriver sur l'économie est en train de nous percuter. Et pour moi, la solution n'est pas d'apporter une solution à ce que l'on produit en déchets et à ce que l'on consomme en énergie. La solution est de d'abord travailler sur la sobriété. Ça tombe bien, côté déchets, on est tous d'accord pour dire qu'il faut réduire la production. J'aimerais qu'on tombe d'accord sur qu'il faut arrêter d'imaginer une collecte améliorée, parce qu'à partir du moment où on collecte, ou à partir du moment où on amène à la déchetterie, c'est que le déchet a été produit. Alors bien sûr, c'est incontournable pour un certain nombre de choses, mais on a la capacité sur notre territoire, et en plus on a un territoire rural, on a la capacité, donc c'est un avantage, on a la capacité à réduire cette production de déchets. Voilà ce que je voulais vous dire, et ce que je vous dis, c'est retenez-le bien, parce que je peux vous assurer que ça va être un vrai sujet dans les années à venir. Je donne juste un chiffre, parce qu'on ne l'a jamais communiqué publiquement, mais j'ose le faire. En 2035, Pierre, tu me corriges si je dis une erreur, parce que je sais que tu sais la date, mais je crois avoir retenu qu'en 2035, on ne pourra enfouir que 10% de ce que l'on enfouit. Alors, 2035, un certain nombre d'entre vous et un certain nombre d'entre nous, on ne sera plus là. Mais quand on sait ça et qu'on est en responsabilité, moi, je ne suis pas en train de réfléchir aux collectes. Je suis en train de réfléchir à comment on va faire pour qu'en 2035, on ne soit plus en capacité d'enfouir 90% de nos déchets. Voilà. Je ne vais pas lancer le débat. On va passer au vote sur la proposition du règlement. Bien. Donc, pour passer au vote, qui serait contre l'approbation de ce règlement? Est-ce qu'il y aurait des abstentions? Une, j'en vois pas d'autres. Merci. Alors, le point qui suit, on est aussi dans le cadre du renouvellement d'une convention. Donc, et ça concerne plus particulièrement une convention de co-compostage donc à la ferme des déchets verts sur le territoire des Pays de Saint-Paul-du-Château et sur la déchetterie qui est située à Stivareil. Cette convention est signée déjà depuis plusieurs années en partenariat avec la Fédération départementale des CUMAS, les coopératives d'utilisation du matériel agricole en commun. Cette convention a existé, les agriculteurs sont très intéressés et pour nous c'est aussi un vrai intérêt puisqu'on se retrouve avec des déchets verts qu'on a broyés sur le site de la déchetterie des Stivareil et qui permettent d'aller alimenter avec les effluents des agriculteurs, de leur proposer un compost qu'ils peuvent ensuite épandre sur leur terrain. Donc ça se fait bien entendu de façon très suivie, très encadrée, avec des engagements de Loire-Forêt. Nous, on collecte déjà et on trie, on broie nos déchets végétaux. Ça se fait avec des engagements de la Fédération départementale des CUMA, vous l'avez vu dans la note de synthèse, et ça se fait aussi avec des engagements des agriculteurs
qui ont à déclarer et les parcelles sur lesquelles ils vont déposer ce compost. Donc cette convention, elle serait établie pour 4 ans, 2022 à 2026. Et le coût de cette convention, puisque ce sont les agriculteurs et la Fédération des CUMA qui prennent en charge les prélèvements et les analyses. Donc, pour compenser cette partie-là, nous leur verserions un montant d'environ à peu près un peu moins de 20 000 € en taxes sur les 4 ans, soit un peu moins de 5 000 € par an pour cette prestation-là. Est-ce que ça nécessite des précisions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y aurait des avis contraires? S'il y aurait des abstentions? Merci. Merci Pierre. On poursuit par un sujet habitat présenté par Valérie Goudfard. Oui, bonsoir. Alors, je vous propose ce soir de renouveler notre convention et notre participation financière au Fonds de solidarité pour le logement. Ce fonds est destiné à aider les ménages ayant de faibles revenus en attribuant des aides financières ponctuelles. Ces aides couvrent divers domaines liés au logement, l'accès, le maintien, les dépenses liées aux impayés d'énergie. Et le FSL est géré par le département dans le cadre de sa compétence sociale. Dans la note, vous avez vu, il est cofinancé donc par le département, bien sûr, les caisses d'allocation familiale, les communes et les intercommunalités, l'EDF, GDF et les distributeurs d'eau et Orange. Pour l'année 2021, 163 799 € d'aide ont été attribués à des ménages résidant sur Loire-Forêt Agglomération et ça représente 467 logements. Donc cette participation est de 20 centimes par habitant, donc pour le coût de notre collectivité annuelle serait de 22 749. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci Valérie. On poursuit avec les tarifs du Festival Baroque en Forêt, un sujet éminemment important. Evelyne Chouvier. Bonsoir. Effectivement, donc il est proposé de fixer les tarifs du Festival Baroque en Forêt en sachant qu'il y a une retenue de 2,5% qui est pratiquée par l'Office de tourisme pour la billetterie. Donc, vous avez les tarifs sous les yeux. Je vous rappelle simplement que les concerts sont gratuits pour les moins de 18 ans, qu'il y a un pass 3 concerts à 45 € et puis que les concerts, promenades, visites flash et actions culturelles sont bien évidemment gratuites. Donc, le prochain festival baroque aura lieu du 24 septembre au 9 octobre. On propose au Conseil communautaire d'approuver les tarifs du Festival baroque pour 2022 et pour les années suivantes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Un festival qui prend de plus en plus d'importance et de rayonnement. Merci Evelyne pour cela. Et un sujet patrimoine présenté par François Madvé. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est une convention de répartition des charges sur le fonctionnement en Loire-Forêt Agglomération et la commune de Montbrison. Cette convention présentée porte sur un immeuble qui est l'Orangerie, sur lequel les travaux de réhabilitation ont eu lieu et il correspond à un bâtiment de 5 étages. 4 sont la propriété de Loire-Forêt Agglomération et le rez-de-chaussée pour partie est propriété de la commune. Donc pour ce qui est de la propriété de LFA, c'est 2385 m², pour la commune 415 m². Donc l'ensemble équivaut à un total de 2800 m², représentant respectivement 85% pour LFA et 15% pour la commune. Les espaces extérieurs, hormis les façades, sont exclus du périmètre de la présente convention. Donc, cette convention, elle a pour objectif de régler les questions de dépenses communes, notamment les fluides, l'énergie, et traiter les éléments particuliers pour ce qui est de la sécurité incendie, des travaux d'entretien courant, de la maintenance, etc. Donc, vous avez tous les détails en annexe.
Et il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver cette convention. Est-ce que ça pose des questions? Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. On poursuit avec l'avenant numéro 2 au contrat négocié avec Serge Grandjean. Bonsoir. Donc moi je vais vous parler, oui, du contrat négocié. Un petit bref rappel, en 2019, le 17 janvier pour être plus précis, le contrat négocié avait été signé entre Loire Forêt Agglomération et le département de Loire pour une enveloppe qui nous a été attribuée de 7 350 000 € sur le territoire de Loire Forêt. En 2020, si vous vous rappelez, un premier avenant avait été pris pour prolonger le contrat d'un an jusqu'au 31 décembre de cette année 2022. Il vous est proposé aujourd'hui un deuxième avenant afin d'adapter un programme opérationnel au regard de l'état d'avancement des projets inscrits. Il s'agit d'abandonner totalement 5 opérations inscrites dans ce contrat, sur la fiche action 1, déploiement des services sur les antennes de Saint-Bonnet-le-Château, Noir-Étable et Bois-sur-Lignon, ce qui fait un montant de 445 923 €. Sur la fiche action 2, requalification de l'EHPAD du centre hospitalier de Montbrison pour 1 million €. Sur la fiche action 4, développement du tourisme de pleine nature, hébergement touristique collectif pour 150 000 €. Cela représente un reliquat de 1 595 923 €. À cela, il faut ajouter une réduction de subvention sur la fiche action 9. Études et aménagement de nouvelles liaisons cyclables, une subvention de 350 000 qui baissera à 254 361. Donc, tout confondu, on aura un reliquat total de 1 691 562 €, répartis comme suite. 300 000 € iront en complément sur la fiche action 6, développement de la station de Chalmazel, et le restant, 1 391 561 sur une nouvelle action, la fiche action 11, redéploiement de l'atelier musée des Grenadières. Il vous est proposé ce soir d'approuver le nouveau programme opérationnel et d'autoriser le président à signer, ainsi que tout document y afférent. Est-ce que là suscite des questions? Juste une question, parce que les montants m'ont semblé importants. C'est des fonds du département ou c'est des fonds de l'État qui sont fléchés sur le département qui les reverse? C'est les fonds du département. D'accord. Il nous verse 1 million € pour l'ancien hôpital, le département, Pierre-Jean? Ah bah oui, c'est pour ça que ça m'étonnait, parce que... Si, Madame Chazelle, j'aurais pas osé aborder le sujet. Mais puisque vous posez la question, je vais l'aborder. Le 1 million € fléché dans le contrat négocié pour l'EHPAD de Montbrison, c'était le 1 million € fléché à l'époque où on avait envisagé que l'hôpital de Montbrison investisse lui-même en public les 25 millions nécessaires. Ces 25 millions étaient obligatoirement de l'emprunt, puisque l'hôpital n'avait aucun fonds propre à apporter, puisqu'il est déficitaire à hauteur de 10 millions €. Et dans ce cas, on ne pouvait emprunter que ce qui était du gros œuvre et l'aménagement. Tout ce qui était mobilier, c'est-à-dire les lits, les armoires, etc., ne pouvait pas être financé par l'emprunt. Et c'était évalué à 1 million €. Et à l'époque, le département avait fléché 1 million dans le contrat négocié pour permettre, si d'aventure l'investissement public était possible, d'acheter le mobilier, puisque l'hôpital était incapable de l'acheter en fonds propres, il n'avait pas le million nécessaire. Donc ce million était fléché pour ça. Tout le monde connaît l'histoire de l'EHPAD aujourd'hui, vu qu'il est repris par un groupe, que le public n'a pas pu répondre du tout à ces carences finalement de l'initiative publique, c'est le privé qui a pris la suite, et donc ce million, il n'a plus lieu d'être. En tant que maire de Montbrison, j'aurais pu demander à ce que ce million continue d'être fléché sur le Montbrisonnais. Je ne sais même pas rentrer dans la discussion. Il y a d'autres projets.
Voilà. Et le timing fait qu'à un moment donné, on réoriente ça sur les projets qui en ont besoin. Voilà l'explication du ministre. Thierry Goubi. Attends 2 secondes, je te cherche, parce qu'entre-temps, arrêtez d'appuyer sur le bouton. 65. Là. Merci. Moi, j'aimerais comprendre, quand on dit qu'on abandonne des opérations, ça veut dire que les opérations ont été réalisées ou ne seront pas réalisées ou sont décalées dans le temps. Je pense notamment des déploiements des services. Et je suis un peu triste de voir que la subvention sur les nouvelles liaisons cyclables, qui est quand même un morceau important de nos projets, soit amputée de 100 000 €. Donc, est-ce que, eh ben, c'est comme ça que je lis le texte. Alors, peut-être qu'il faut m'expliquer, Monsieur le Président. Aucune enfin Serge, je vais faire un premier élément de réponse, mais oui. Aucune décision sur l'abandon de projet et le fait que la subvention diminue, c'est lié à une décision unilatérale de qui que ce soit. C'est simplement que pour abonder un projet au contrat négocié, il faut qu'il y ait un projet. Et il se trouve que dans le deadline des pistes cyclables, des trucs, des machins, enfin de tout ce qui était proposé, il n'y avait pas de projets communaux qui bouclaient l'enveloppe éligible au contrat négocié. Et donc, l'enveloppe n'était pas consommée sur ces lignes. Ce n'est pas une décision qui ampute un budget. C'est simplement qu'il n'y a pas eu de projet à abonder. Voilà. Et sur les services, tout a été déployé, mais il y a eu du financement connexe qui fait que on n'a pas eu besoin de l'argent du département. Donc, il y a eu notamment des fonds leaders. Voilà. Là, franchement, on est au bout du bout de l'opération. Et je te donne la parole, Jean-Yves. Juste après, on est au bout du bout de l'opération où, au 31 décembre, on a des reliquats, mais qui ne sont absolument pas des décisions politiques. La décision politique, elle sera dans la construction du contrat négocié numéro 2 qui va suivre et avec ce que le département va nous octroyer. Là, effectivement, on est sur la décision politique. Mais là, non, pas du tout. On est sur les consommations d'enveloppe et on réattribue les projets là où il y en a besoin, sinon c'est perdu. Et les projets matures. Parce que on réattribue les enveloppes sur des projets matures, pas sur des projets qui sont dans la tête. On ne peut plus mettre de côté cet argent. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est perdu. Alors, on est obligé de leur flécher directement sur un autre dossier, des projets qui sont à jour, complets et besoin de financement, bien sûr. Comme Chalmazel. Ouais. Et oui, c'est pour ça que Jean-Yves veut prendre la parole, parce qu'il va remercier l'AGLO d'avoir mis 300 000 de plus sur Chalmazel. C'est très exactement ce que je vais faire, bien entendu. Je remercie effectivement les élus d'accepter cette proposition et simplement, je voudrais dire que je vais m'abstenir peut-être parce qu'étant juge et parti, ce serait peut-être pas opportun que je vote cette décision. Tu vas même t'abstenir de voter tout court. Je vais m'abstenir. Même toi, tu vas participer au vote. Mais c'est une non-participation positive. Mais voilà, donc effectivement, il y a un petit coup de pouce sur Chalmazel. On aurait pu attribuer 1 600 000 sur le musée de Servières, mais voilà, on a estimé qu'1,3 million. Et puis comme on a bonne nouvelle de financement sur le projet, par ailleurs, tout va bien se passer comme on l'avait prévu sur le montant de 70% de subvention sur le projet. D'autres questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Serge et bon courage pour le contrat négocié numéro 2 qu'il va falloir négocier âprement avec le département qui est un partenaire que je voudrais remercier parce que pour le coup, ça se passe plutôt pas trop mal dans les relations. Et puis Serge, un gros travail t'attend sur le prochain leader qui change de format. Le prochain leader va prendre une taille départementale et non plus uniquement un leader forêt. Donc là, on est en discussion avec à la fois Roanne Agglomération, à la fois un bout de Saint-Étienne Métropole et à la fois le Pilat. Pierre-Jean, sur la taxe de séjour 2023.
Bonsoir à tous. Alors, comme vous le savez, la taxe de séjour, c'est une taxe qui est collectée par les personnes qui viennent passer des nuitées sur notre territoire. Vous la payez quand vous partez en vacances et que vous séjournez dans un hôtel, une chambre d'hôte, un hébergement, même les campings. Et donc, cette taxe de séjour, elle doit évoluer. Nous l'avions déjà fait en 2013 avec nos partenaires du département au sens large du terme, c'est-à-dire qu'avec les autres EPCI qui ont, eux, la compétence pour voter ce taux de taxe de séjour. Et sur Loire-Forêt, on a une particularité qui est un peu spécifique à notre montage, c'est-à-dire que nous, on va voter le taux ce soir, et demain, c'est l'Office de tourisme qui va la collecter et qui va l'utiliser dans son fonctionnement, en quelque sorte. Alors, cette taxe de séjour, elle avait été en 2013 mise au même niveau départemental, peu ou prou, sur tous les territoires. Et c'est cette même démarche que nous avons entrepris avec les EPCI voisins pour essayer d'avoir un taux de taxe de séjour identique sur l'intégralité du territoire. Donc, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de voter ces nouveaux taux. Alors, avant que nous parlions des taux, je veux quand même vous dire que cette taxe de séjour, depuis 2017, vous avez dans la note de synthèse son évolution. Et vous voyez que c'est une collecte qui évolue plutôt bien, puisque nous sommes passés de 76 000 à 91 000 euros. Alors pourquoi? Il y a deux raisons qui expliquent cela principalement. Alors j'ai l'impression de me répéter, je suis désolé pour ceux qui siègent dans les commissions à vocation touristique, parce qu'on a déjà expliqué ce phénomène. Néanmoins, pour les autres, je suis obligé de le refaire. Il y a deux choses qui ont changé. Récemment, le législateur a demandé aux plateformes numériques de collecter à la source la taxe de séjour. C'est-à-dire quand vous réservez sur Booking, sur Expedia, sur Hotel.com, sur toutes ces plateformes, désormais, vous payez votre taxe de séjour au moment où vous cliquez pour acheter votre chambre. Et cette taxe est automatiquement reversée à la collectivité. Alors qu'auparavant, nous devions écrire aux plateformes, nous devions écrire aux hébergeurs pour solliciter le versement. Donc ça, déjà, la loi a changé, je dirais, de manière tout à fait favorable dans le sens de l'autorité qui doit effectuer la collecte. Et donc, ça nous a facilité la vie. Et vous voyez que depuis 2019, on a une collecte notamment de Airbnb, Booking à Britel, qui amène un volume important, puisque Airbnb sur 2021, c'est 25 000 euros, et Booking, c'est 2 000 euros. Donc, on peut espérer que sur 2022, ce soit des montants nettement supérieurs, puisque l'activité touristique est plus que bien repartie. Et puis le deuxième axe que nous avons travaillé au sein de Loire-Forêt Agglomération, c'est d'avoir un discours de sincérité et de totale transparence avec les hébergeurs que nous supposions comme étant des hébergeurs ne versant pas correctement la taxe de séjour, et nous leur avons écrit en disant que nous pensions qu'il y avait des oublis de déclaration ou que les déclarations étaient erronées. Et on a eu un retour, je dirais, on a pratiquement fait mouche de partout, puisqu'on a eu une régularisation des gens auxquels nous avions écrit. Et aujourd'hui, nous pouvons penser que le taux de collecte est presque normal et que nous n'avons plus de déperdition. Donc ce travail, il a été fait, il paye, et vous voyez qu'on a des remontées intéressantes. Alors, sur les taux, sur les montants de cette taxe de séjour, je vous demanderai de pas trop vous attarder sur certains volumes, parce que les palaces, nous ne sommes pas concernés, vous le savez. C'est une création qui a eu lieu, la loi nous a demandé c'est une classification qui nous a été demandée d'être créée récemment, mais nous ne sommes pas concernés pour le moment sur le territoire. Les hôtels 5 étoiles, c'est rare, les 4 étoiles, c'est rare. La catégorie la plus importante sur notre territoire, ça reste les 3 étoiles, et puis je dirais les chambres d'hôtes et les terrains de camping. Voilà. Donc vous voyez que sur une catégorie de 3 étoiles, on parle d'une taxe de 1,20 € pour une nuitée, donc on n'est pas sur des montants très importants. Avez-vous des questions sur ce sujet? Il n'y a pas de questions, semble-t-il. Donc s'il n'y a pas de questions, vous avez encore quelques secondes pour appuyer. Et bien on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Merci Pierre-Jean. Marie-Gabrielle, pour une opération de label éco-défi des commerçants et des artisans qui reboucle finalement ce que je vous disais sur les déchets tout à l'heure et ce que Pierre Giraud vous disait également. Marie-Gabrielle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, exactement. On va dire que je vais vous parler d'une incitation à la sobriété heureuse. Le label Éco-défi commerçants et artisans se mettra en place au mois de septembre. Je vous explique ce dont il s'agit. Dans le cadre du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, on prévoit de mettre diverses actions en place. La Chambre régionale des métiers de l'artisanat et de l'industrie, la CRMA, elle propose en lien avec l'ADEME un nouvel outil pour inciter les commerçants et les artisans à adopter les bonnes pratiques environnementales, bien sûr. Et avec ça, ils pourraient obtenir un label éco-défi qui valoriserait leur action. Les professionnels auront l'occasion ainsi de mettre en place des actions complètes en faveur de l'environnement. La CRMA va lancer cette opération dans plusieurs départements en même temps. Et pour le département de la Loire, c'est Loire-Forêt Agglomération qui a été choisi, qui sera le seul partenaire du territoire ligérien. Les enjeux de cette action, elle permettra de toucher tous les professionnels en proposant une mise en place d'actions globales, parce qu'on va leur demander, ou leur proposer plutôt, de faire des actions concernant leur production de déchets, leur production d'eau, leur production d'énergie, éventuellement leur pollution pour pouvoir la diminuer. Non pas leur production d'eau, mais leur consommation d'eau. Excusez-moi. La consommation d'eau en leur proposant de la diminuer, les inciter à avoir des transports plus sobres pour l'environnement. Cette action va un peu plus loin que les autres actions proposées qui étaient plus peut-être sur les déchets parce qu'elle traite de l'environnement en général. Et on pourrait dire que cette action est aussi totalement au cœur de notre plan climat, air, énergie et de notre économie circulaire. Les professionnels seront volontaires. On leur proposera une liste de 44 défis qui sont classés en 6 familles, alors concernant l'eau, l'électricité, les déchets, tout ce genre de choses. Et ils seront accompagnés par petits groupes de 10. Chaque défi se déroulera pendant 6 mois. Et à la fin, ils auront une labellisation qui sera une labellisation sur 3 niveaux, bronze, or, argent, qui leur permettra d'avoir une communication sur le sujet. Je vais vous proposer d'autoriser le président à signer une convention type qui sera d'une durée de 2 ans, qui pourrait être renouvelable. Et notre objectif serait de réaliser 4 éco-défis successifs, parce que sur 2 ans, ça fait 4 fois 6 mois, et à chaque fois avec un groupe d'environ 10 professionnels. Je ne serai pas plus technique, je vous dirais juste que le montant engagé serait d'environ 50 000 € et que la part de Loire-Forêt Agglomération serait de 11 500 € en valorisation de temps agent qui existe déjà et une enveloppe comprise entre 0 et 5 000 € pour de la communication. Est-ce que vous auriez des questions? C'est que je ne me suis pas trop emmêlée dans mes explications, alors très bien. Est-ce que on vous demande d'autoriser le président à signer cette convention avec la Chambre des métiers d'artisanat? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Marie-Gabrielle. On est vraiment au cœur d'une écologie extrêmement positive puisque c'est pour le coup sur la place du volontariat et un accompagnement. Et vous aurez tous bientôt l'intégralité des défis, l'organisation, etc. qu'on vous enverra sur vos boîtes mail, bien évidemment, puisque pour que ça marche, il faut que les commerçants soient au courant. Comme on a l'habitude,
C'est pas parce que Loire-Forêt s'adresse directement aux commerçants qu'ils vont le savoir, mais quand les maires et les élus municipaux le sont, ça va beaucoup mieux. On va aborder un sujet éminemment important qui est le budget et notamment les comptes administratifs. Ah pardon, Marie-Gabrielle. Je voulais juste préciser, tu parlais des commerçants, mais c'est commerçants et artisans. Ça peut être aussi d'autres activités qui ne sont pas juste des boutiques. Oui. Tu as entièrement raison de cette précision importante. Donc, on va passer au sujet finance. Je m'absenterai à un moment donné, je crois. Olivier me donnera un coup de coude et je le laisse présenter ses comptes administratifs. Bonjour à toutes et à tous. Je vois vos mines réjouies de terminer par ça, mais je ne sais pas pourquoi on met toujours les finances à la fin. Parce que c'est important. Ou alors c'est pour vous achever. Alors, en plus, on ne parle pas de 2022, on ne va même pas parler des projets, on parle de 2021, donc on parle de l'année dernière. Mais bon, c'est comme ça, c'est une obligation légale. Premier sujet, les comptes de gestion. Ah, ça, c'est tout à fait technique, puisque c'est simplement les comptes de gestion du comptable public qui doivent être approuvés par le conseil communautaire. Avec la note de synthèse qui nous a été envoyée, il y avait vous pouviez télécharger sur l'intranet les comptes de gestion définitifs. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce compte de gestion avant qu'on passe au compte administratif? Est-ce qu'il y aurait des contre, des abstentions? Merci pour ce compte de gestion. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer au compte administratif. C'est un peu plus intéressant quand même que le compte de gestion. Et on a normalement un petit support, s'il arrive. Non, il a chaud. Petit support. Alors là, il faut que je meuble le compte de gestion 2000. Non. Ah. Si. Le sable de la Loire, qui a bien augmenté en tarif. Allez, compte administratif. Voilà, quelques slides pour vous résumer tout ce que vous avez en plusieurs pages dans la note de synthèse. Et d'abord, pour commencer le compte administratif, on va partir sur le budget principal. Le budget principal, section de fonctionnement. On a eu 81 millions de recettes, dont 14 millions d'excédents reportés, et on a eu 57,6 millions de dépenses, donc un peu moins de dépenses d'ailleurs que l'année dernière. Vous voyez, on est passé d'un taux de dépenses de 79% à 71%. Et 81 millions moins 57 millions, on a un excédent de clôture sur le fonctionnement de 23,6 millions. Donc, un bel excédent. En section d'investissement, par contre, on a eu 23,7 millions de recettes pour 27,5 millions de dépenses. Donc, 23,7 moins 27,5, forcément, on a un déficit de moins 3,8 millions. Et sachant qu'on avait l'année dernière un déficit reporté de moins 1,4 million, on arrive donc à un déficit cumulé sur la section d'investissement de moins 5,2 millions. Donc, si on reprend les 23 millions de positifs du dessus et les 5 millions de négatifs d'investissement, on arrive à un excédent global de clôture de 18 millions. Par contre, il faut tenir compte aussi des restes à réaliser qui étaient en cours. Et ces restes, si on tient compte de tous ces restes à réaliser, l'excédent global cumulé à la fin à la fin 2021 s'élève à 10,6 millions. C'est pour ça qu'il a été décidé de mettre en place, entre autres, les fameux 3 millions, le fonds d'intervention auprès des communes, pour aider l'investissement des communes. 3 millions, 1 million cette année, 1 million l'année prochaine et 1 million dans 2 ans, parce qu'on a dégagé un excédent à de bons résultats qui nous permettent de le faire. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail comment ça se passe au niveau des répartitions. Vous avez en haut à gauche les dépenses et dans le fromage de gauche, vous avez en rouge la plus grosse partie des dépenses, 20 millions d'euros, qui sont les frais de personnel. 20 millions d'euros, frais de personnel. Je vous dis, je fais juste un petit flash. 3,5 d'augmentation du point aujourd'hui. Faites le calcul. Alors même si on a des parties qui sont prises en charge, on a mais c'est pas neutre. Je dis ça, on parle de 2021. Là, on sera en 2022, second semestre, il faut l'intégrer.
Donc, premier poste de dépense, les frais de perce, 20 millions d'euros en rouge. Vous avez en bleu ciel sur le côté les subventions de fonctionnement, en vert, en bas à gauche, les reversements de fiscalité, et en haut, en rose, pour 9 millions d'euros, les charges de caractère général. Et puis tout ça, en face, c'est payé avec des recettes. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail. Toute la partie de droite, j'allais même dire d'extrême droite, eh bien, les 35 millions 9, c'est la fiscalité mixte et les compensations qui représentent le gros des recettes. Si on part sur les investissements en dépenses, on a investi sur le budget général, parce qu'on verra qu'il y a des budgets annexes où il y a des gros montants aussi, la partie jaune, avec 17,3 millions qui ont été investis en dépenses d'équipement sur l'année dernière. Et puis tout cela financé entre autres par des subventions et du FCTVA, c'est la partie vert clair en haut, par de l'emprunt vert foncé, enfin voilà. Alors, si on va un peu plus dans le détail de ce qu'on a dépensé l'année dernière, 17,3 millions, où ils sont passés? Eh bien, ils sont passés essentiellement pour près de 10 millions d'euros. Si Alice s'est pas endormie sur le bouton. Elle papote. Alors, elle papote. Non, mais ça va arriver. Près de 10 millions en voirie éclairage public, en haut à gauche. C'est le plus gros poste de dépense. Deuxième poste de dépense l'année dernière, en haut à droite, le THD, 1,9 million, près de 2 millions d'euros. En fait, on avait décidé de déployer le THD avec le ciel pour être prêt en 2020, mais on avait négocié pour payer en plusieurs fois et étaler la dette, on va dire. C'est l'avant-dernière échéance, la dernière, ça sera en 2022. Troisième grosse dépense, en bas à gauche, l'administration générale, 1,6 million, c'est tous les travaux de l'orangerie, entre autres, et tout ce qui concerne le fonctionnement de notre administration de l'agglo. En quatrième position, en bas à droite, l'habitat, le PLH essentiellement, qui représente près de 1 million d'euros. Ensuite, on retrouve le développement économique, vous le voyez, pour 700 000, les rivières et l'environnement pour près de 500 000. Et puis, il y a des montants qui ne sont pas encore apparus, parce qu'il fallait appuyer plusieurs fois. Non. Ah voilà, mais encore une fois, parce que voilà, les mobilités à 500 000, France Service. Donc vous avez le panel de tout ce qui a été dépensé j'aime pas dépenser, investi en équipement sur le budget général. Si on continue avec les budgets annexes, budget annexe ordures ménagères, 17,3 millions de recettes. Avec un taux de réalisation très supérieur à ce qu'on avait prévu, puisque vous voyez, on est à 106% de réalisation sur le fonctionnement, sur les recettes de fonctionnement, et elle s'explique essentiellement avec un rattrapage de subventions, de soutien de Citeo de 2019, donc qui nous ont été versés en 2021, et également l'augmentation des rachats des matériaux liés à la hausse des cours. Tout ce qu'on trie dans nos déchetteries, eh bien, effectivement, le bois, le métal, et on le vend plus cher. On l'a vendu plus cher que prévu. Et puis en dépenses, on a 14,3 millions. Donc là, on avait fait plus de recettes et moins de dépenses, et notamment avec une baisse du taux de la TVA sur la collecte sélective, ce qui nous amène à un résultat de clôture positif de près de 3 millions d'euros sur le fonctionnement. En section d'investissement, 1 million de recettes pour 427 000 de dépenses. Ça nous fait un solde de 633 000. Avec l'excédent de clôture de l'année dernière qui était de 156 000, ça nous fait 789 000 euros. 789 000 qu'on rajoute aux 2,9 millions de fonctionnement, on atteint un excédent global de clôture de 3,7 millions à la fin de cette année 2021. Effectivement, c'est une grosse avance, mais je vous rappelle que sur le PPI, on a des gros investissements à financer, notamment la déchetterie du côté de Noir-Étable. Et puis, on a également des choses qui vont se durcir, notamment avec la TGAP qui arrive. En répartition sur les traditionnels fromages, vous retrouvez
En dépenses en jaune, la grosse partie des dépenses pour 11,5 millions en charge à caractère général. Et en rouge, 1,8 million, les dépenses de personnel pour 1,8 million. Et en face, eh bien, un financement essentiellement assuré pour 10,4 millions par la fiscalité. Si on va sur l'investissement, alors là, 11,5 millions d'investissement. C'est à rapporter aux près de 20 millions dont on parlait tout à l'heure. Hein. 11,5 millions. Attendez. Hop. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Excusez-moi. C'est plus tard. C'est pour l'assainissement qu'on a les gros montants. Donc, vous pouvez me taper sur les doigts. Pierre. Ça m'arrive de dire des choses. Non, mais il y a Pierre qui est en train de Ah oui, respirer, il commence à se frotter les mains. Il s'est dit, oh putain. Ah non, et non, il se frottait pas les mains. Il s'est dit, Non, on a investi, on a investi 409 000 euros. On est loin des 11 millions. Et essentiellement, ça a été investi sur les déchetteries pour 151 000 euros, le tri et la prévention pour 162 000 euros et 95 000 sur les régies de collecte. Oui, parce que dis donc, on aurait été quand même... Hein, Pierre, on aurait été mal là. Après, budget annexe assainissement, 21 millions de recettes, dont 7 millions d'excédents reportés avec un taux de réalisation de 98%. Alors, ces recettes sont principalement liées au non-rattachement des reversements d'Aqualter au dernier semestre. Il nous a manqué quelques factures, quelques recettes qui ne sont pas rentrées. En dépenses, on a eu 13 millions avec un taux de réalisation de 84%. 21 millions moins 13 millions, on a donc un résultat de clôture de 8,3 millions. En section d'investissement, 21 millions de recettes pour 25 millions de dépenses, ce qui nous fait un déficit de 3 millions. On avait un déficit reporté de 5,6 millions, donc là, on a un déficit de moins 8,8 millions. Moins 8,8 millions en investissement. Et si vous rapportez au bloc du dessus en positif de 8,3 millions en fonctionnement, vous voyez que ça ne fait pas la maille. On est donc en déficit global de clôture d'un peu plus de 500 000 euros. Et clairement, avec pour le coup le PPI, tout ce qui est en investissement à prévoir sur l'assainissement dans les années qui viennent, eh bien, il y aura des dispositions à prendre pour ne pas cumuler du déficit sur du déficit. En termes de budget d'assainissement, on retrouve sur ce tableau les différentes dépenses, les charges à caractère général pour 3,7 millions en dépenses, les dépenses de personnel également en rouge, et tout ça financé de l'autre côté en recettes par la partie en vert clair, qui sont des ventes et des prestations de services. Qu'est-ce qu'on a investi en assainissement en 2021? C'est là que j'ai fourché par rapport à tout à l'heure, c'est là qu'on retrouve les 12 millions. J'avais juste un budget d'avance. Et là, on retrouve essentiellement 8 millions qui ont été investis en assainissement sur les réseaux et branchements, 4 millions sur la steppe du Bouéné. Je vous rappelle que c'est une APCP, donc elle a été étalée dans le temps, et là, on n'a qu'une partie du coût. On a des études pour 260 000 et des stations pour 220 000 pour des interventions sur les stations. Voilà comment se répartissent les différents investissements qui ont été faits en 2021 sur l'assainissement. Ensuite, eau potable. Eau potable, 15,5 millions de recettes, dont 3 millions d'excédents de fonctionnement transférés des communes. On a 8,4 millions de dépenses avec moins de dépenses aussi que ce qui était prévu. Entre autres, on n'a pas eu d'écriture d'amortissement en 2021 et on a également 1,7 million de non-rattachement d'achat d'eau d'Aqualter qu'on retrouvera en 2022 puisque ça n'a pas été donné en temps et en heure sur 2021. Section d'investissement, 23,5 millions de recettes pour 19 millions de dépenses. Donc, un excédent de 4,5 millions. On traînait un déficit reporté de moins 5,7 millions. Donc, on a un déficit qui s'établit à moins 1,6 million. Moins 1,6 million, on avait 7,64 millions au-dessus. Donc, on a un excédent global de clôture de 5,4 millions.
Comment se répartit aussi tout cela? Vous retrouvez sur ces fromages à partir en jaune les charges à caractère général, en rouge les dépenses de personnel et en face, en vert clair pour 11 millions, les ventes et prestations de services. En termes d'investissement, 7 millions d'investissements sur l'eau potable, 6 millions 3 qui ont été en direction des réseaux et branchements pour 6 millions 3, donc des études pour 410 000 euros, des équipements pour 170 000 et 140 000 investis sur les stations. Et dernier budget, ah bah non, pas dernier parce qu'il y en a d'autres à voir, budget annexe transport urbain. Lui, c'est le plus simple, il s'équilibre avec une intervention du budget principal qui vient donner une subvention d'équilibre. Là, on avait un budget d'équilibre qui a été établi à 1 853 000 sur le fonctionnement et on a un excédent global de clôture de 16 000 euros sur l'investissement. Pour être complètement complet, avec la note qui vous a été distribuée, le budget annexe atelier partagé représente un excédent global cumulé à fin 2021 à 172 000 euros et le budget réseau de chaleur, le résultat global cumulé à fin 2021 est égal à 0. Et on a eu un budget, une subvention d'équilibre de 5 838 euros sur le réseau de chaleur. Vous avez également sur la note de synthèse qui vous a été fournie le détail des stocks qui nous restent sur les zones économiques en termes de détail des différentes zones dans lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail. Y a-t-il des questions sur ce compte administratif que j'ai essayé de faire le plus exhaustif possible, mais le plus clair? Bah, s'il n'y a pas de questions, on va laisser le président sortir. Parce qu'il ne doit pas être là. Donc, il vous est proposé, maintenant que le président est parti préparer le buffet, ou de commencer, de passer au vote du compte administratif. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. S'il y en a qui veulent aller le rechercher, par contre, ça serait peut-être... Non, j'avais posé la question. Ah si, il y a Alain Landon qui a appuyé. C'est Cindy Giardina. C'est une erreur? Pas grave. On a voté le budget, mais il faut passer à l'affectation de résultats. Dans la note, l'affectation qui vous est proposée sur le budget principal, c'est reporter 10,6 millions en excédent de fonctionnement, reporter 5,2 millions en déficit d'investissement reporté, d'affecter 13 millions au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d'investissement. Sur le budget d'ordures ménagères, ce qui vous est proposé, c'est de reporter 2 973 en excédent de fonctionnement reporté, de reporter 290 000 euros en excédent d'investissement reporté. Sur le budget assainissement, ce qui vous est proposé, c'est de reporter 6 155 000 en excédent de fonctionnement reporté, de reporter 8,8 millions en déficit d'investissement reporté, d'affecter 2 136 000 au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d'investissement. Le budget d'eau potable, il vous est proposé de reporter 4,14 millions en excédent de fonctionnement, de reporter 1,6 million en déficit d'investissement, d'affecter 3,49 millions au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d'investissement. Transport urbain, il vous est proposé de reporter 16 797 000 en excédent d'investissement. Pas de report en section de fonctionnement et le budget d'atelier partagé de reporter 172 295 euros en excédent de fonctionnement, 2 300 en déficit d'investissement et 2 300 au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d'investissement. On ne pourra pas dire au procès verbal qu'on n'aura pas détaillé tous les reports. Y a-t-il des questions? Bon, on va passer au vote aussi. Qui serait contre ces affectations? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Je vous propose maintenant qu'on a vu le compte administratif et ses affectations, à vos souhaits, de passer aux décisions modificatives. Alors, l'ADM numéro 1 au budget d'annexe transport, parce que c'est un peu dans le désordre.
DM numéro 1 en budget transport. Alors, ce qui vous est proposé, non, c'est à la fin en fait du Power. C'est l'avant-dernière slide, c'est parce que entre la note et la présentation, c'est pas dans le même ordre. Voilà, le projet de DM qui vous est soumis aujourd'hui sur le budget transport. On vous propose quelques ajustements pour intégrer donc les résultats aéroports de l'exercice précédent. Des ajustements de crédit relatifs à la hausse des prix de carburant. S'il y a bien un budget sur lequel on a quelques adaptations à faire, c'est bien celui-là. Une augmentation de 92 000 € de la subvention d'équilibre à verser par le budget principal et divers ajustements sur les écritures d'ordre et quelques transferts de crédit sans incidence sur l'équilibre global du budget. On vous propose une inscription de crédit de dépenses d'investissement pour assurer l'équilibre de la section à hauteur de 5 000 €. Y a-t-il des questions? Excusez-moi. Des questions sur ce budget? Non. Y aurait-il des contre? Des abstentions? Merci pour cette unanimité. Alors, on va partir dans le bon sens avec la DM numéro 1 sur le budget principal au tout début. Voilà. Alors, ce qui vous est intégré pour cette décision modificative, c'est d'intégrer les résultats aéroports de l'exercice précédent, d'ajuster des prévisions de recettes suite à la notification de l'État sur les DGF, la fiscalité et les compensations, des ajustements. Alors, on n'a pas encore reçu le FPIC, hein, pour information. Normalement, c'est toujours début juillet, et c'est dans 2-3 jours, mais on n'a pas le FPIC aujourd'hui, donc ça sera dans la prochaine DM, le cas échéant. On a des ajustements de crédit relatifs à des hausses de tarifs, bien sûr, comme le gaz et l'électricité, les licences d'ordinateurs qui augmentent, l'assurance du personnel et différents ajustements. Tout ça nous permet aussi une augmentation du virement à la section d'investissement qui passe de 2,6 millions à 11,8 millions et une baisse de l'emprunt qui passe de 13,9 millions à 3,9 millions. Y a-t-il des questions sur ce budget principal? Pas de questions sur cette DM? Alors, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Décision modificative sur le budget des ordures ménagères. Alors là, une nouvelle fois, on intègre les résultats et reports de l'exercice précédent. On ajuste les crédits relatifs à la hausse des tarifs et notamment sur l'assurance du personnel. On ajuste en investissement pour tenir compte de la hausse du coût des matières premières. On fait divers ajustements sur les écritures d'ordre et on fait une inscription de crédit pour le virement à la section d'investissement pour 640 000 € et une baisse de l'emprunt qui passe de 340 000 à 0. Y a-t-il des questions? Alors, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. On part à la décision modificative concernant le budget d'assainissement. Même chose, toujours à cette période, on intègre les résultats et reports de l'exercice précédent. On intègre les reversements d'Aqualter non attachés, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on n'a pas eu sur la bonne année. Hein, donc, comme ils ne les ont pas donnés en 2021, on les met sur 2022. On fait quelques écritures d'ordre et on a en inscription de crédit pour le virement à la section d'investissement pour 5,9 millions et une baisse de l'emprunt qui passe de 14,4 à 8,8. Y a-t-il des questions aussi sur cette DM? Sinon, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci. La décision modificative sur le budget de l'eau. Pareil, on intègre les résultats de l'année dernière et les reports de l'exercice précédent. On ajuste les recettes également avec les reversements d'Aqualter. On prend en compte les achats d'eau Aqualter 2021 qui n'étaient pas rattachés. On fait un ajustement des crédits relatifs aux hausses de tarifs, notamment du carburant, les assurances du personnel. On ajuste les prévisions pour l'annulation de titres sur l'exercice antérieur et non-valeur des communes. Et on fait une inscription de crédit pour le virement à la section d'investissement à hauteur de 2,6 millions et à une baisse de l'emprunt 2022 qui passe de 8,9 millions à 6,5 millions. Par contre, le tableau dessous est faux par rapport à celui que vous aviez dans la note de synthèse. Je m'en suis aperçu un peu tard. Donc, ne tenez pas compte du tableau de synthèse qui est présenté, prenez celui qui est dans la note. Et enfin, qu'est-ce qui nous reste comme DM que je n'aurais pas vu? Transport, on l'a vu.
Atelier partagé. Bon, voilà, c'est l'un des plus simples. Hein. On a juste une augmentation du virement à la section d'investissement à hauteur de 172 000 € et on inscrit une inscription de crédit en dépenses d'investissement pour assurer l'équilibre à la même hauteur. Alors, vous m'excuserez, je les ai tous faits d'un coup alors que je... Non, si, j'ai fait voter à chaque fois, excusez-moi, non. Donc, il faut que je fasse voter aussi sur les ateliers partagés. Bah, déjà, il y a des questions sur les ateliers partagés ou pas? Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. J'ai fait les transports, le principal, l'assainissement, l'atelier partagé, l'eau potable, l'ordure ménagère. Bah, j'ai tout fait, Président, je crois. Eh bien, écoutez, merci, merci Olivier. Merci surtout pour la rigueur que tu y mets. Alors, j'imagine que vous avez tous vu que finalement, on pourrait considérer que les comptes administratifs donnent le moral. Je pense que collectivement, on va avoir, que ce soit à l'étage communal ou à l'étage communautaire, de sérieuses difficultés à gérer la suite. Entre la hausse des matières premières, la hausse de l'énergie, la hausse des marchés, la hausse du point d'indice et la diminution des dotations affichées, au bout d'un moment, comme on l'a dit à midi, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions et toutes les bonnes questions ne vont pas forcément être intéressantes pour le contribuable parce qu'à l'arrivée, tout l'argent que nous gérons, nous tous, c'est bien l'argent du contribuable. Mais force est de constater que les difficultés sont devant nous. Mais comme vous avez l'habitude que je regarde le verre à moitié plein, je dirais que les difficultés sont là pour qu'elles soient surmontées. Donc je ne doute pas qu'on y arrivera. Mais il va falloir véritablement se serrer les coudes, puisque ce que nous apprenons jour par jour semble être assez difficile. Avez-vous des questions sur les décisions du président ? Sur quelle décision? Il n'y a pas de questions, donc parfait. Si, alors là, non, il n'y a pas de questions. Si, André Gay. Alors moi, c'est pas une question. Je voudrais simplement ce soir remercier les maires qui m'ont apporté leur soutien et leur aide par SMS, par téléphone ou par mail pour l'incendie de vendredi et surtout celui de dimanche sur ma commune de Boissey-Saint-Priest. Tout particulièrement la commune de Saint-Marcelin et son maire Éric Lardon, qui ont mis à disposition leur salle polyvalente, ainsi que des boissons et de la nourriture pour les familles évacuées et les équipes de secours qui étaient très nombreuses. Le bilan a été de 30 maisons évacuées, aucune victime, que des personnes touchées psychologiquement et hospitalisées pour des examens complémentaires, une maison sur 2 niveaux, un garage de 100 mètres carrés, un plus petit entièrement détruit, deux maisons partiellement touchées par les charpentes, les volets, etc. Les zincs ont fondu et sauvés au dernier moment par les pompiers. 3 voitures, un fourgon, une remorque entièrement détruits et environ 50 hectares détruits de cultures de prairies et de bois. À toutes ces personnes, merci encore. Merci André de ce témoignage parce que finalement ça montre aussi la solidarité que nous avons entre nous et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des épisodes comme cela, il est bon d'avoir les collègues qui passent des coups de fil et qui donnent des moyens. C'est bien les coups de fil, mais les moyens c'est pas mal. Pour, à titre d'information, donc comme je vous l'ai dit, le 12 juillet, on se retrouve pour une conférence des maires à 18 h et un conseil communautaire à 19 h 30. La conférence des maires traitera d'un sujet photovoltaïque à l'échelle du territoire sur 87 communes. Donc François Madvé vous présentera un projet de massification de photovoltaïque, sujet très intéressant. Et également une deuxième partie qui sera ouverte à toutes les personnes qui se sont manifestées, à tous les élus qui se sont manifestés intéressés par l'intranet et bien sûr les conseillers communautaires qui souhaitent. Donc la conférence des maires, il y a une première partie maire photovoltaïque et une deuxième partie
où on intègre une présentation qui va au-delà des maires, qui concerne l'intranet et son évolution, puisqu'il y a beaucoup d'évolutions sur l'intranet. C'était une demande forte de la part des élus, et ça sera le sujet de cette conférence des maires. Et ensuite, on enchaîne avec le conseil communautaire. Je vous rappelle l'inauguration de la station d'épuration à Sainte-Agathe-la-Boutresse, c'est la station d'épuration du Bouesnay, et de son importance, le vendredi à 18h30, qui est une proposition, 18h45 où on démarre la visite. L'inauguration en elle-même commencera aux alentours de 19h, mais vous pourrez visiter les installations. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé à la visite de la médiathèque. Chaque conseiller communautaire et chaque suppléant recevra une carte d'abonnement au réseau Copernic. Je vous avoue que l'effort financier de l'agglo est très modeste, puisque vous savez que l'adhésion est gratuite. N'empêche que ça permettra à l'ensemble des conseillers communautaires et suppléants d'être adhérents au réseau Copernic, de le connaître et de mesurer la richesse que nous avons avec ce réseau pour l'emprunt de documents et l'accès à la culture. Merci Evelyne de cette initiative. Bonne soirée. J'ai eu l'occasion, pendant mon absence des comptes administratifs, qui a été somme toute assez réduite, de pouvoir goûter 2-3 trucs. Le buffet est pas mal ce soir.